Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à Jean-Michel Dardour, mon camarade de cordée qui est derrière l'écran, mais qui nous reviendra à la fin de l'intervention de notre invité. Ravi de vous retrouver pour ce cycle éthique de la vie dans sa troisième phase, celle consacrée à l'éthique de la vie en action. Nous avions inauguré la fois dernière cette troisième séquence de notre cycle commun avec l'évocation confiée au bon soin de Laurent Kupferman des figures éponymes de l'engagement politique humaniste sur l'axe de la construction d'une possible bonne vie. Nous allons ce jour dédier la séance de notre soirée à celle de ce qui s'est établi de nommer les justes des nations. Justes des nations, une appellation inédite dans la lexicographie du politique, dans les galeries de portraits de l'héroïsme humain. Elle a inscrit ses traits en Occident durant la Seconde Guerre mondiale, frayant sa définition entre ceux des figures du guerrier, d'une part, et du saint, d'autre part. La notion de juste, polarisée par le film de Spielberg, La liste de Schindler, en 1993, quels qu'en soient les défauts scénaristiques par ailleurs, trouve son origine dans la littérature biblique et talmudique. Dans la Bible, le tzaddik est opposé au rachat, au méchant. CF, Bereshit, Genèse 18, 25, lorsque dans l'épisode qui introduit la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham interpelle Dieu sur le risque de faire disparaître les justes, tzaddikim, en même temps que les méchants. Le terme de tzaddik est également employé pour une évocation de Dieu dans le Deutéronome, dans Jérémie, dans les psaumes. Mais l'emploi de ce mot est généralement dévolu à celui qui, intériorisant les commandements divins, incarne par ses actes un idéal type de l'éthique. Les rabbins, ultérieurement, qualifieront invariablement de tzadikim des personnages clés des récits bibliques. Noé, Joseph, Samuel, Mordechai, plus connu par ici sous le nom de Mardoché, et Esther. Juste et intègre, il marche avec Dieu dans une époque où, au sein d'une génération corrompue. Le juste obéit à la loi transcendantale comme accomplissement de sa personnalité, de son être existentiel. La tradition talmudique souligne encore que le monde, à chaque génération, est sauvé par 36 justes, sans lesquels le monde se détruirait. Ces justes qui demeurent anonymes sont cachés, y compris à eux-mêmes. La Kabbale en a fait un thème populaire du folklore juif. Le Talmud dit encore que le plus humble des justes dans les nations est plus grand que le grand prêtre du temps du temple de Jérusalem. Ce faisant, le judaïsme a mis au centre de l'accomplissement d'actes saints la sanctification de la vie plutôt que le martyre. Ainsi, tandis que, qu'en ce qui la concerne, l'Église canonise des martyrs comme le prêtre Maximilien Kolbe ou la carmélite Edith Stein, mort à Auschwitz, l'État d'Israël ne pouvait manquer de prolonger cette tradition et créa le titre de juge parmi les nations pour honorer ceux qui sauvèrent des Juifs de l'extermination. Quand on sait qu'un quelconque secours aux Juifs pouvait être gravement puni par les pouvoirs collaborateurs et que dans les territoires administrés directement par le Reich, notamment en Pologne, il était sanctionné immédiatement de mort, on mesure le courage de ces gens qui surmontaient une peur fondée et rompaient avec la tendance commune à l'indifférence, à la lâcheté et les faux fuyants aux mille excuses. Vous voyez par exemple à ce sujet Le train de Georges Simenon. Ou carrément à la collaboration, celle des corps constitués, mais aussi des délateurs à l'affût. Il aurait été difficile ici de manquer de ressouligner toute la vacuité morale autant que l'indigence d'érudition de cet arnaqueur en chef qui se présenta aux dernières élections présidentielles attribuant à Vichy, contre tous les faits établis, la partielle mais notable inefficacité de la déportation des Juifs de France, sur laquelle notre invité a rédigé un ouvrage de référence, mais j'anticipe. Si dette il y a à la France et aux Français sur ce point, c'est bien évidemment aux justes identifiés et aux milliers d'actions infimes ou décisives, personnelles, individuelles ou agrégées en chaîne de solidarité,
accompli par des gens qui éprouvèrent la loi psychique et éthique de l'empathie humaine, plus puissante que toutes les tentations utilitaires de l'obéissance aux règlements civils, politico-administratifs les plus iniques. Toute action menée au péril de leur existence, de leur confort ou de leur vie, et sans attente de reconnaissance ou d'assentiment de la part de leurs compatriotes ou des autorités. Je voudrais évoquer deux vignettes, deux petits tableaux qui disent dans leur épure ce dont il a pu s'inspirer. La première, je l'avais trouvée dans le témoignage d'André Chouraqui lors d'un hommage auquel j'avais été invité par le peintre Gérard Garouste aux gens du Chambon-sur-Lignon. André Chouraqui, le retraducteur de la Bible, caché adolescent et sauvé dans cette Haute-Loire comme quelques milliers d'autres que les paysans taiseux, indépendants et discrets du Chambon abritèrent dans leurs fermes et bois environnants durant la traque nazie. « Ne me remerciez pas », lui disait 25 ans plus tard une madame Roux, épicière. Nous n'avons fait que notre devoir. La seconde, je l'ai entendue un jour lointain maintenant à la télévision d'un dimanche matin lors d'une émission protestante, un enquête dont la diffusion suivait celle des émissions judaïques du rabbin Josie Eisenberg. Y était ce jour-là interviewée Magda Grill, épouse du pasteur Trocmé, maître d'œuvre avec un enseignant communiste du coin du sauvetage de milliers d'enfants juifs, elle, descendante en héritage de décabristes russes. À la question d'un « pourquoi » posé hors champ par le journaliste de service, « pourquoi sur les risques pris ?» elle argua interloquée. « Enfin, ils nous ont donné le livre !» comme une évidence, abasourdie de devoir être prononcée, rappelée. Il est deux formes de silence, celui des bureaux qui n'est que dissimulation et celui des résistants qui est pudeur. Cette pudeur signe les authentiques résistants comme elle signe les juifs qui cachèrent les traqués au péril de leur vie. J'ai nommé la pudeur, il faut aussi nommer la modestie comme trait de vérité de ces hommes et de ces femmes. La résistance armée et sa sœur, la résistance de sauvetage, ont été travail de culture, non de faibles, mais de petits hommes, d'hommes ordinaires, s'élevant un moment hors de l'ordinaire, en majesté. Ils formèrent plus qu'un mouvement social, comme il peut être dit quelquefois. La résistance solidarisa des individualités dans un lien social momentané, invisible, inexploré de l'ordinaire sociologique, la société éthique. À la mesure de toute raison instrumentale, dans l'inconcevable de l'irraison totalitaire, les résistants étaient des insensés qui conjuguaient le verbe vivre au futur incertain d'un présent immédiat. Pas le vivre d'une vie nue, mais celui d'une vie suffisamment bonne, common decency l'appelait George Orwell. Ni posture complaisante de rebelle, ni lyrisme infatué de désobéissance, le point de capiton de la vie des justes fut une éthique axiale. Ils furent individuellement l'incarnation à leurs risques et périls de l'obéissance à la convocation que leur faisait la détresse du traqué, ce pouvoir de transfert et de substitution sans lequel il n'y a point de sens de la justice, de sens de l'humain, disait Léon Werth dans Déposition, paru en 1946. Il y a un mot dans la langue française qui a perdu son emploi d'origine, celui de scélérat. Scélérat est un mot qui nous vient du verbe latin scelerare, signifiant souiller d'un crime, et de sceleratus, souillé par un crime commis, d'où criminel, impie, infâme, ou encore désastreux, funeste, fatal. Au XVIe siècle, le mot nommait un criminel. Sous forme d'adjectif, le mot avait le sens de noir, atroce, infâme. On le rencontre chez Machiavel dans Le Prince. La scélératesse est identifiée comme un trait de la réalité humaine avec lequel le prince doit compter. Il est encore exalté comme nom étendard des libertins par le marquis de Sade. Et il est, selon nous, pleinement accompli dans son essence mentale par les hordes nazies.
Il n'est jamais inutile d'aller puiser dans le lexicon d'une langue, fût-ce pour y trouver et retrouver des mots passés en désuétude d'emploi et dont l'effacement nous fait perdre ce qu'ils éclairaient d'une lumière crue. Le juste est l'antonyme du scélérat. Voilà ce que nous ont laissé en héritage et en motif de réflexion éthico-politique les nuits totalitaires du XXe siècle. Scruter la scélératesse et ne pas perdre de vue l'enseignement des justes, telle est la tâche du philosophe politique, de l'historien et de l'anthropologue qui ne se couche pas de bonne heure. Telle est la convocation de nos temps présents et pour demain. Alors, avec nous ce soir, Jacques Semelin, il est historien. Dans une autre époque, il fut psychologue. Il a consacré son temps de réflexion et de recherche au passage à l'acte mortifère comme au passage à l'acte de vie, à l'étude des génocides et à l'enquête sur les actions de sauvetage, ne concevant pas l'une sans l'autre. C'est un compagnon de vigilance. Nous lui devons des ouvrages essentiels, tels Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides, paru la première fois au Point en 2012, il me semble. Seuil. Au Seuil, oui, au Seuil, au Point Seuil. Sans armes face à Hitler en 39-45, la résistance civile en France aux éditions Les Arènes en 2013. La survie des Juifs en France de 1940-1944 aux éditions du CNRS en 22. Une énigme française. Pourquoi les 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés, avec Laurent Larcher, aux éditions Albin Michel en 2022. Il a été concepteur et commissaire de l'exposition Les Justes et le sauvetage des Juifs en Europe au Chambon-sur-Lignon, qui a été exposée durant la pandémie à l'été 2020 et l'été 2021. J'ajoute qu'il est intervenu plusieurs fois en ami, tant dans les activités universitaires de l'Institut européen Emmanuel Lévinas de l'AIU que dans le campus maçonnique. Il faut croire qu'il n'en a pas été rebuté puisqu'il est toujours avec nous aujourd'hui. Qu'il en soit très sincèrement et affectueusement remercié. Mon cher Jacques, je te cède la parole. Merci Gérard, merci beaucoup, merci à Jean-Michel. Je vous remercie infiniment de m'inviter à nouveau ce soir. Je suis un peu ému d'intervenir sur cette question. Et c'est vrai que tu as dit vraiment, tu as fait une belle introduction à la notion de juste parmi les nations. Et c'est exact aussi que j'ai consacré en fait l'essentiel de ma vie académique à étudier, on va dire, la barbarie à travers le processus génocidaire et aussi maintenant davantage la question de l'entraide et de la survie des Juifs. Alors, le sujet, c'est bien que je parle de cette question-là ce soir à partir de la notion de juste parmi les nations. Et ce que je voudrais traiter de façon évidemment synthétique, c'est d'abord essayer de comprendre en quoi la notion de juste parmi les nations peut nous aider à comprendre les actes d'entraide envers les Juifs persécutés dans l'Europe nazie, mais je me concentrerai peut-être un peu plus sur le cas de la France. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de comprendre en quoi cette notion de juste nous aide ou nous aide pas à comprendre pourquoi 75% des Juifs ont survécu à la Shoah en France. Et tu as évoqué cette exposition que le maire du Chambon à l'époque m'avait demandé. Donc, je ferai quelques allusions à cette expérience assez extraordinaire, en dépit du fait qu'elle a été conduite dans la pandémie, de cette exposition qui est unique en Europe, en fait,
qui s'appelle Les Justes et le sauvetage des Juifs. Les Justes et le sauvetage des Juifs en Europe. Alors, je voudrais juste commencer presque à dire un mot sur cette exposition, puisque elle commence par un regard, un beau regard en fait. Parce que nous avons voulu mettre en avant finalement ce qui ressort de bien des témoignages de Juste, c'est l'empathie. Voilà, c'est un parti pris, mais il était absolument volontaire pour mettre en avant finalement cette question de l'empathie, de la compassion dans une situation de grande vulnérabilité pour la victime. Et nous n'avons pas pris n'importe quel regard, puisque ce sont les yeux d'Albert Camus qui ont fait l'affiche de cette exposition sur les Justes. Pourquoi Albert Camus? Parce que il a rédigé une grande partie de La Peste, de son roman La Peste, non pas au Chambon-sur-Lignon, mais sur le plateau du Haut-Vavarais-Lignon, dans un petit village qui s'appelle Saint-Égrève, que peut-être certains connaissent s'ils se sont rendus dans la région. Et donc, c'est Albert Camus qui nous accueille, en quelque sorte, dans cette exposition. Voilà. Et dès qu'on entrait dans cette exposition, eh bien, il s'agissait aussi de ne pas être uniquement dans les bons sentiments, puisque dans un monde, on va dire, largement déchristianisé, on peut penser que la notion de juste colle avec une idée un peu de la sainteté, enfin, sainteté laïque. Peut-être que ça transparaissait d'ailleurs un petit peu dans ton introduction. Et bien sûr, il y a le côté de la bonté qui transparaît de la notion de juste. Mais il ne fallait pas faire oublier aux visiteurs l'horreur de la période. Donc, une manière d'entrer dans cette exposition, c'était de faire entrer le lecteur dans ce qu'on a appelé la boîte noire, qui rappelait la montée de la persécution dans l'Europe, les ghettos, voilà, les exactions diverses et variées. Je ne peux pas, bien sûr, entrer dans les détails que tout le monde connaît, avec cette montée vers le génocide. Donc, on lui racontait, on le décrivait dans des mots simples, accessibles, tout ce qui avait été la violence nazie jusqu'à l'extermination des Juifs. Mais, en même temps, on voulait lui faire toucher une autre réalité. Et c'était ce qu'on a appelé la boîte blanche, qui le faisait découvrir la réalité du titre de Juste par les nations de Yad Vashem. Et là, il s'agissait bien sûr de l'introduire à la définition du juste parmi les nations. Et donc, c'était une manière de planter finalement le titre de juste entre histoire et mémoire. Voilà, c'était cette idée-là que nous avions pour rien ne faire oublier l'horreur de la période et en même temps l'introduire à ce qui allait être traité dans l'exposition, c'est-à-dire la création du titre de Juste parmi les nations de Yad Vashem. Donc, s'agissant de cette notion, bien, tu l'as dit un petit peu, enfin, ce titre de Juste est dans le fondement même de la loi Yad Vashem de 1953, qui
quasiment essentiellement sur le fait du souvenir, du martyre des Juifs. Souviens-toi. Donc, c'est ce qui va finalement donc, être développé ensuite sur le terme de Shoah. Mais en même temps, on sait que au moment du débat parlementaire, on a suggéré qu'il y ait aussi un hommage aux justes parmi les nations, c'est-à-dire qu'on puisse honorer des individus qui ont contribué au péril de leur vie à sauver des Juifs dans cette période. Donc, c'était d'emblée le projet, il n'a pas été mis en œuvre tout de suite, comme on le sait. C'est véritablement au moment du procès Eichmann, en 1962, que cette idée d'honorer les justes a été, disons, développée et mise en pratique. Alors, ça a tout de suite été un problème, malgré tout, puisqu'il y a eu des débats autour du cas Schindler, déjà, dans la mesure où c'était pas évident de faire en sorte que Schindler ait le titre de juste pour le fait qu'il s'était, disons qu'il avait exploité des Juifs dans son entreprise. On le voit dans le film. Et il y a eu une controverse entre Landau, Félix Landau, je crois, qui voulait que les justes reconnus soient seulement ceux qui avaient aidé des Juifs de façon totalement désintéressée, et un autre Juif, si ma mémoire est bonne, s'appelait Moshe Levski, disait qu'à ce compte, on n'aurait pas beaucoup de justes, puisqu'il faut prendre en compte aussi d'autres motivations. Et finalement, c'est Landau qui a gagné, qui était alors le plus célèbre juriste d'Israël, puisqu'il avait présidé le procès Eichmann. Voilà le départ de ce qui va devenir une entreprise importante de recherche des justes dans l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, avec cet élément essentiel que le titre ne peut être accordé que par des Juifs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils demandent la reconnaissance de tel ou tel non-juif les ayant aidés comme justes. Donc, ce qui va nécessairement limiter le nombre de personnes qui vont être reconnues. Alors, cette création du titre de juste parmi les nations me semble particulièrement importante parce que c'est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, et c'est à noter comme vraiment une étape essentielle, et elle va permettre de créer progressivement ce que j'appellerais une banque de données, enfin, permettez-moi cette expression, sur l'aide, sur le sauvetage, ce qui n'existait nulle part ailleurs dans le monde par rapport à toutes les horreurs que ce monde ait connues. Et c'est d'autant plus important à remarquer que finalement, nous autres chercheurs, historiens, on a tendance davantage à travailler sur la violence, sur la mort, et donc pas tellement sur ces gestes qui sont souvent d'ailleurs difficiles à collecter. Les archives allemandes ont été considérables, comme on sait, avec Hilberg, qui les a exploitées, et bien d'autres. Donc, c'est tout à fait logique qu'on ait développé les travaux sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, mais en laissant quand même de côté toute cette dimension
de l'entraide et de l'aide que finalement les chercheurs ne voyaient pas nécessairement, ne considéraient pas que c'était à prendre en compte. Et donc, il a fallu du temps pour ça. Et en même temps, il y avait une deuxième raison, c'est la question des archives. Les archives administratives, on en a beaucoup, mais comment collecter véritablement des données sur des gestes qui peuvent être fugaces. Donc, ce projet finalement de Yad Vashem, du point de vue de collecter un certain nombre de témoignages qui vont conduire à l'expression, enfin à la reconnaissance des justes parmi les nations, et finalement était une avancée, de mon point de vue, très importante pour qu'un jour ce travail puisse se faire. Maintenant, il faut quand même aussi souligner que le titre tel qu'il a été défini par l'approche de Landau pose problème dans la mesure où on définit le juste à partir d'une définition, enfin d'une approche religieuse, comme tu l'as dit, Gérard, c'est-à-dire à partir du Talmud, dans une acception morale très restrictive, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un geste pur pour lequel il n'y a aucun intérêt vénal, sexuel ou je ne sais trop. Et donc, ça a été la polémique avec Moshe Besky, mais aussi c'est l'idée que le juste est ainsi reconnu agissant au péril de sa vie. Alors, c'est inclus comme ça et c'est reconnu comme tout le monde. Mais quand on travaille en historien, on se rend compte que cette définition du juste comme agissant au péril de sa vie pose problème quand on regarde toute l'Europe nazie, puisque les risques ne sont pas du tout les mêmes, comme on le sait, entre la Pologne et la France, par exemple, ou entre la Pologne, la Belgique et l'Italie. Donc, il y a là aussi une réflexion à faire sur le questionnement que l'historien peut légitimement poser s'agissant de l'applicabilité de cette notion de juste au cas qu'il va rencontrer. Et puis, il y a un troisième problème avec cette notion de juste, c'est qu'on a le sentiment qu'il ou elle agit de façon solitaire. C'est un peu un individu absolument exceptionnel, ce qui est souvent le cas, mais qui agit dans un univers antisémite extrêmement puissant. Donc, ça revient à poser la question du risque à nouveau, mais seul. Or, à mesure que beaucoup de cas sont rassemblés, eh bien, on s'aperçoit que le juste, en général, ne peut pas agir seul. Il a besoin de personnes qui l'aident. C'est même parfois une micro-résistance, en quelque sorte, une sorte de leader. Prenons par exemple le cas en France d'une jeune femme qui s'appelle Alice Ferrière, qui a une trentaine d'années, qui est professeure dans une école dans le centre de la France, à Murat, et qui va aider à cacher des enfants juifs. Elle ne va pas pouvoir agir seule, elle va impliquer des collègues dans son engagement. Elle va
aussi mobiliser même aussi des Juifs. Enfin, c'est une leader d'une certaine manière à son niveau. Or, évidemment, le titre de juste ne prend pas en compte cela. Donc, il faut avoir ses limites en tête pour, disons, avancer dans la compréhension de l'entraide. Maintenant, il faut voir aussi la dimension politique de cette notion de juste parmi les nations, que ce soit du côté d'Israël ou que ce soit des pays européens qui vont avoir donc des cas de juste. Du côté d'Israël, il faut reconnaître que mettre en avant la notion de juste était aussi un outil pour se rapprocher des États européens, comme l'a montré notre collègue Sarah Gersberger. Donc, c'est un outil diplomatique de développement des relations avec l'Allemagne, la Pologne, la France, etc. Il faut bien avoir ça en tête. Mais du côté des États européens, cela a aussi pu servir pour, disons, redorer leur blason très terni s'agissant de leur implication dans la Shoah. Donc, mettre en avant des Juifs dans son propre pays, c'est une manière finalement de montrer une autre histoire, une autre mémoire de cette période. Et c'est si étonnant que les deux pays qui proportionnellement ont le plus de justes, sur un total de, je vais vérifier les chiffres avant de nous retrouver, je pense qu'on est vers 27-28 000 sur toute l'Europe. Les deux pays qui proportionnellement ont plus de justes sont la Pologne et les Pays-Bas. Or, comme on sait, près de 90% des Juifs ont été exterminés en Pologne et 75% aux Pays-Bas. Donc, on peut se demander si ce n'est pas un effet de mémoire qui est là aussi, de politique de mémoire, qui est en jeu, à moins que cela puisse aussi être la combativité, enfin la volonté de Juifs qui ont été sauvés dans ce pays, dans des conditions très difficiles, de faire absolument reconnaître tel ou tel qui les a aidés comme justes. Donc ça, il faut aussi garder cela du point de vue des effets de mémoire. Mais on le voit aussi en France, d'une certaine manière, puisque la loi qui va en quelque sorte franciser la notion de juste parmi les nations, qui date de mars 2000, et qui va donc instituer le nom de juste de France. Je pense qu'aucun autre État en Europe n'a fait cela, a été une façon de dire que la France, oui, c'est Vichy, c'est la collaboration, etc., mais aussi, ce sont les Justes de France. Et le président Chirac a développé une rhétorique par la suite, quand il est devenu président de la République, en jouant sur le caractère sombre de la Shoah en France, de la Shoah à partir de la France, et les lumières qu'ont apporté les Justes. Et vous savez que ça s'est répercuté encore aussi dans son discours de janvier 2007 au Panthéon, j'ai eu l'honneur d'y être,
en jouant à la fois sur ombre et lumière. Donc, il y a une dimension, vous voyez, mémorielle qui est évidemment extrêmement importante et qui fait qu'on joue à la fois sur ce rapport entre histoire et mémoire dès lors que l'on parle des justes. Mais ce qui me semble plus important, enfin c'est important, c'est cette dimension-là que je viens de souligner, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, c'est en quoi ce titre de juste peut nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé dans tel ou tel pays. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette exposition au Chambon-sur-Lignon, en évoquant des différentes situations, que ce soit l'Italie, la Pologne, la Bosnie-Herzégovine. Il y a 15 États qui sont représentés dans cette exposition. Comme je vous l'ai dit, c'est une exposition unique à cet égard. Mais pour ce qui concerne la France, eh bien, en regardant l'ensemble des cas qui sont rassemblés, qui ont été déjà collectés dans un livre des années 2000 qui s'appelle le Dictionnaire des justes de France, eh bien, on se rend compte que les justes sont dans tous les milieux sociaux, de bas en haut de la société, que ce n'est pas là une particularité à la France. En travaillant sur toute l'Europe, on a vu exactement le même phénomène. On va retrouver des figures récurrentes, le paysan, l'ouvrier, le prêtre, le professeur, etc. On va retrouver des figures dans des situations plus directement concernées par une possible aide, par exemple le diplomate en donnant de faux papiers. Ça peut être un cas, un chef d'entreprise qui peut aussi recruter telle ou telle personne, un religieux, etc. Il y a ainsi des récurrences. Et il y a aussi le fait, s'agissant de la France, est-ce que c'est vrai pour tous les pays, je ne saurais le dire, que on voit souvent le juste, on découvre le juste comme un leader régional, un leader ou un chef d'équipe. Vous voyez ça arrive souvent. Il est plus ou moins à la tête d'un micro-réseau. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent. S'agissant d'une approche plus sociologique, je ferai ici référence à d'autres travaux, on se rend compte qu'en France, l'essentiel des justes vivent dans un milieu rural. Ils sont à la campagne. Il y a beaucoup de paysans, beaucoup d'agriculteurs ou des gens de la campagne, en tout cas. Près de 60% sont dans ces milieux-là. Cela tient au fait que nombre de Juifs, comme on le sait, ont cherché à se cacher, en tout cas à se disperser à la campagne, comme j'ai essayé de le montrer, entre autres, comme d'autres dans mes propres livres. Et c'est un phénomène vraiment majeur qui croise aussi une autre donnée. Nombre de justes sont d'une génération assez âgée, en fait. Ils sont nés parfois avant le XXe siècle. Ils viennent de la Première Guerre mondiale, mais ça tient aussi au fait que bien des jeunes, je vous le rappelle, étaient prisonniers, des jeunes hommes étaient prisonniers de guerre, 1,5 million, c'est un chiffre absolument hallucinant, en Allemagne. Donc,
à la campagne, on va retrouver des femmes plus jeunes, bien sûr, mais aussi des personnes âgées, enfin d'un certain âge, qui vont notamment accueillir des enfants. Pour ceux qui l'ont vu, je pense au film Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon, hein, qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 8-9 ans qui est Claude Langemann, et en réalité qui a été le réalisateur du film lui-même. On le connaît mieux sous le nom de Claude Berry. Il venait d'une famille ukraino-polonaise. Donc, voilà, cette dimension-là est essentielle, et beaucoup de femmes nombre de femmes sont justes, mais pas que. Il y a aussi des hommes, et cette enquête sociologique le montre encore. Alors, voilà, je pourrais encore développer cet aspect-là, mais je voudrais maintenant vous montrer en quoi les propos des justes ou les justes qui ont été mis en valeur, d'une certaine manière, expriment des figures différentes de l'entraide individuelle. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Gérard, c'est-à-dire qu'en général, leur motivation, c'est qu'ils n'ont fait que leur devoir. Ils ne demandent pas de reconnaissance. Ils peuvent le faire avec des motivations religieuses, chrétiennes, mais pas que, puisque, par exemple, en Bosnie-Herzégovine, nous avons trouvé une famille, je m'en souviens, la famille Ardaga, qui est au nom de ses convictions musulmanes, ont aidé des Juifs à Sarajevo. Hein, voilà. On va en trouver aussi chez des communistes. Et bien sûr, puisque l'Europe est chrétienne, c'est surtout des démarches d'aide qui viennent de chrétiens, protestants et catholiques, mais pas que. Voilà. Donc, et en fait, ils considèrent, je crois, vraiment dans leur simplicité qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et même souvent, ils se culpabilisent de ne pas en avoir fait davantage. J'aurais dû en faire davantage. Dans l'expo, on a voulu mettre aussi des paroles de justes, et d'ailleurs, vous savez, Pierre-François Weil, que je connais bien, qui est un des fils de Simone Veil, maintenant responsable de Yad Vashem France, et depuis très récemment, avec le soutien de France Culture, vous pouvez entendre des paroles de justes sur le site de Yad Vashem France, et en lien avec France Culture. Vous trouverez vraiment la simplicité de ces discours qui en fait suscitent l'admiration dans leur force. Mais ce sur quoi je voulais vous entraîner, c'est que en étudiant ces différents profils de justes, nous pouvons discerner plusieurs figures fondamentales de l'entraide. Voilà. Je dirais presque de figures universelles. Et elles apparaissent justement dans l'histoire de ces justes. La première des figures, c'est celle de l'ange gardien. Alors, ne prenez pas le sens là dans un sens religieux, dans un sens, oui, c'est ça, le religieux, sacré, etc. C'est celui qui prévient du danger. Voilà, c'est celui qui va prévenir du danger, qui va protéger du danger de toutes sortes de manières. Et vous voyez, par exemple, je pense à un cas qu'on a pris à Berlin, d'une femme allemande qui voit passer des femmes juives
dans un état lamentable, qui vont travailler dans une usine. Et l'une est enceinte, et cette femme aryenne, alors qu'elle n'a pas le droit, enfin c'est dangereux de vouloir se rapprocher des Juifs, elle va aider cette femme alors qu'elle ne le souhaite pas, qu'elle a peur, etc. Et finalement, elle va protéger son enfant et elle-même. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais en France, on va avoir d'autres cas très différents. Un cas qui n'est pas du tout connu, qui est le chef d'entreprise Auguste Matringe dans la région lyonnaise, qui travaille à Saint-Gobain et qui, à la fin, on est en 1944, parce que les Juifs de son entreprise, les Juifs marocains sont menacés, va leur proposer de dormir dans l'entreprise pour être protégés. Et ensuite, il va les mettre à l'abri dans la banlieue à Saint-Pierre-de-Palabru, si ma mémoire est bonne, jusqu'à la fin de la guerre. C'est un petit Schindler d'une certaine manière pour protéger ses propres employés. C'est une forme d'ange gardien. Une autre forme d'ange gardien, c'est bien sûr le policier ou le gendarme qui va prévenir de l'arrestation possible des personnes. On sait que ça existe au moment de la rafle du Veldiv. Il y a des policiers zélés, mais il y en a d'autres qui traînent les pieds et certains vont prévenir les personnes. Donc voilà un autre cas d'ange gardien, mais ça peut se passer aussi en province. Je pense à un cas d'un gendarme qui a appris que les Juifs dont il sait qu'ils vivent dans un village vont être arrêtés le lendemain matin, a fait l'essentiel de la route en vélo la nuit pour les prévenir. Voilà un exemple très concret. Donc, vous voyez, ça, c'est une figure récurrente. Voilà, ça, disons que ça transparaît des discours des justes, mais attention, et là, je vais rajouter ce point, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été anges gardiens sont devenus des justes, justement. C'est ça tout le problème que nous avons voulu mettre aussi en valeur dans cette exposition. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu recevoir le titre de juste, mais qui ne l'auront jamais. La deuxième figure prototypique, disons, c'est l'hôte. C'est celui qui accueille. Alors, c'est une fonction ancienne dans l'Église, d'ailleurs, l'asile, etc. Et cela se produit, bien sûr, assez souvent en France, mais pas que. Et c'est surtout pour recevoir des enfants. Voilà, mais pas que non plus. Donc là, on en a beaucoup d'exemples. Et ils sont souvent extrêmement touchants parce qu'ils peuvent aussi provenir du hasard. Vous savez, il fallait trouver de la place pour mettre des enfants juifs dont les parents avaient été arrêtés. Et donc, on pouvait proposer à telle ou telle famille ou à une telle personne de prendre en charge cet enfant. Cette personne n'était pas prête, n'avait pas forcément la volonté de le faire. Et puis finalement, elle le fait. Et ça se passe souvent bien, pas toujours très bien. Mais en tout cas, c'est la fonction de l'hôte. Et je pense que c'est assez facile à comprendre. Il y a une autre fonction que moi, j'avais oubliée dans mes travaux sur la France. Donc, c'est la troisième figure. C'est celle du nourricier ou de nourricière. Et c'est la Pologne qui m'y a fait penser en travaillant sur le cas de la Pologne. Quand on découvre des Juifs qui ont réussi à s'échapper d'un ghetto, par exemple, et qui vont se retrouver
dans un lieu épouvantable, comme une sorte d'égout, ou dans les bois, et sans rien. Et c'est là où il y a cette troisième figure du nourricier. Et vous le trouvez, j'en étais très ému, à Auschwitz, dans l'histoire de Primo Levi, qui, comme vous le savez, arrive en 1944 dans une usine de Geifarben, et il va reconnaître, vraiment par hasard, Primo Levi vient du Piémont, un ouvrier italien qui travaillait dans le coin, qui n'était pas dans l'entreprise, qui n'était pas à Auschwitz et qui travaillait à construire quelque chose du complexe d'Auschwitz, le même accent piémontais. Ils vont sympathiser. Il s'appelle Bardone, Osvaldo Bardone, me semble-t-il, mais pardonnez-moi si je me souviens plus bien de son nom. Et Primo Levi en parle dans Si c'est un homme. Et ce camarade piémontais, italien, va assez, de temps en temps, quand il peut, apporter un peu de nourriture à Primo Levi. Et cet homme est devenu juste parmi les nations. J'étais vraiment très ému de trouver ce cas de juste dans l'enfer d'Auschwitz. Et c'est le nourricier. Mais il y a un autre cas aussi que j'aimerais vous citer, auquel je n'avais pas pensé, alors que je connaissais particulièrement par cœur cette histoire. C'est celle du coiffeur juif de la rue des Écoles à Paris, Albert Grimberg, d'origine roumaine, qui se fait arrêter, qui échappe à une rafle en septembre 1942. C'est la rafle des Roumains, d'ailleurs, d'origine roumaine. Et il va avoir les présences d'esprit de s'échapper avant que la police ne l'arrête et se cacher dans une chambre de bonne qui est à quelques mètres de là, près de son salon de coiffure, au 6e étage. Et il y a une seule personne qui sait où il peut être, c'est sa concierge, Madame Oudard. Et Madame Oudard, de septembre 1942 à août 1944, il est resté 22 ans dans cette chambre de bonne, va lui apporter à manger. C'est assez extraordinaire, bien entendu. Mais, donc, vous voyez, là encore, c'est la figure du nourricier. Mais attention, je rajouterai tout de suite, puisque je vous disais que le juste, il ne peut pas agir tout seul. Madame Oudard, elle a 2 filles qui vont à l'école. Madame Oudard, toute concierge, ne peut pas y aller tous les jours, lui porter un maigre repas. Donc, les 2 filles y vont. Et de temps en temps. Mais les 2 filles, elles sont aussi prises par l'école, etc. Donc, il y a la grand-mère, la maman de Madame Oudard. La grand-mère, elle y va de temps en temps au 6e étage. Vous voyez, comme quoi ça devient, je dirais entre guillemets, une petite entreprise nourricière. Or, cela, Yad Vashem ne le récompense pas. Vous voyez, Madame Oudard, elle est juste. Elle a obtenu le titre de juste. Et Albert Grimberg l'appelait Madame Secours National. Vous savez, il y avait le Secours National à l'époque. Voilà, c'était une forme d'humour par rapport à cette personne. Voilà, donc ça, c'est le 3e. Après, il y a encore le faussaire. C'est la 4e figure de l'entraide. Alors, ça, on l'imagine tout de suite. La fabrication de faux papiers, absolument essentielle. En France, en particulier, mais pas que. Et ça devient un sport national dans notre pays à partir de l'été 1942, surtout, mais on en fait avant. Et plusieurs faussaires qui sont dans les mairies vont être reconnus comme justes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu le livre de Claude Lanzmann, Lief de Patagonie, il évoque le rôle
de ces faussaires, on les appelle des justes aujourd'hui, mais voilà, ils ne faisaient bon. Je pense que ce n'est pas trop la peine d'y insister. Et puis, il y a la dernière figure qui est aussi essentielle, c'est le passeur. Alors, le passeur, c'est celui qu'on aime le moins, parce qu'on a toujours peur de se faire avoir. D'ailleurs, c'est souvent celui qui demande qui demande de l'argent. Et eh bien, on ne sait même pas toujours on sait même pas forcément son nom, etc. Mais il y a quand même bien des passeurs qui ont eu le titre de juste et qui ont pris des risques considérables. Et ça fait partie aussi de ces actes réalisés par des justes, mais pas que. Voilà. Alors, ces 5 figures me semblent aussi valables, mais aussi pertinents pour aujourd'hui. C'est juste une petite remarque qui, en passant, hein, ces figures de l'entraide, elles existent aussi aujourd'hui. S'agissant je vais donner juste ces points-là pour terminer sur ma première partie. J'espère que je vais avoir le temps de faire un peu ma seconde partie. Je ne sais pas du tout l'heure. La question du risque est déjà essentielle. S'agissant de la France, c'est pas courant de le dire, mais écoutez, en tant qu'historien, je dois le dire, et je ne suis pas le seul à dire. La question du risque en France, en comparaison de la Pologne, n'est absolument pas comparable. Enfin, ce n'est pas du tout au même niveau. En Pologne, qui est découvert à cacher un juif ou aider un juif, est exécuté sur le champ. Il y a une loi pour ça. Voilà. Et dans notre exposition au Chambon, on a montré une affiche qui disait cela. En France, non. On connaît peu ou pas, je mesure mes mots, d'exemples de justes qui ont été déportés et tués. Il y a des cas qui pourraient faire penser, comme par exemple le père Jacques, vous savez, dans cet établissement de Rambouillet. Et c'est par là d'ailleurs que se termine la belle exposition qui a été faite au mémorial de la Shoah sur les églises. Le père Jacques a été déporté et mort en déportation en 1944. Mais ce n'est pas parce qu'il protégeait des enfants juifs dans son école, c'est parce qu'il faisait de la résistance. Un autre exemple sont ces passeurs, justement, que j'ai un peu étudiés, mais surtout un collègue suisse, de passeurs catholiques, prêtres, certains étaient prêtres à la frontière franco-suisse, donc liés à la commune de Douvaine, pour ceux qui connaissent le coin. Ils ont été aussi... il y a 2 prêtres qui ont été déportés et sont morts en déportation, plus un agriculteur, pour avoir faisant passer des juifs, mais aussi des résistants. Or, on a pu croire que c'était parce qu'ils aidaient des juifs qu'ils ont été déportés, sans doute, mais surtout, c'est parce qu'ils étaient résistants. On va retrouver cela souvent l'œil. Peut-être le seul cas qui peut être clair, c'est une femme orthodoxe à Paris, de la rue de Lourmel, si ma mémoire est bonne, qui se fait arrêter en juillet 1942, d'origine russe, qui va être déportée, qui va mourir en déportation, remplaçant une femme juive, si ma mémoire aussi est bonne.
on peut y penser. Il y a encore le neveu du pasteur Trocmé, Daniel Trocmé, au Chambon, en août 1942, quand on vient chercher ses enfants, il veut partir avec eux, et finalement, il va mourir en déportation avec eux, mais ça n'était pas l'exigence. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, que la définition de Yad Vashem ne colle pas à ce qui s'est passé en France. Ça ne veut pas dire que les gens qui aident n'ont pas, ils ont vraiment le sentiment d'être dans le danger, puisqu'ils aident des gens qui sont des parias et qui peuvent être pris. Mais c'est ça la réalité de la France, qui mérite d'être soulignée. Ensuite, on a développé, je terminerai sur cette expo, sur la notion d'ambiguïté du bien. Vous savez, un livre de Saul Friedlander sur l'ambiguïté du bien, à propos de celui qui a dévoilé l'usage du zyklon B pour l'extermination des Juifs. Eh bien, l'ambiguïté du bien, on la retrouve souvent, c'est-à-dire que on a des cas en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, aux Pays-Bas, où ça peut être des gens qui collaborent avec l'occupant, qui vont en même temps sauver des Juifs. Il y a aussi cette question d'antisémites qui peuvent aider aussi au sauvetage des Juifs. D'ailleurs, un des premiers travaux les plus importants sur ces questions de Nechama Tech sur la Pologne avait mis en avant la notion d'altruisme. On supposait que tous ceux qui aident ont une personnalité altruiste. En tant qu'ancien psychologue, ça m'a paru toujours un peu problématique. Mais cette collègue historienne, Nechama Tech, qu'on avait invité à Paris il y a quelques années, était revenue sur cette approche déjà, et ensuite avait inclus dans son échantillon des cas de Polonais antisémites ayant sauvé des Juifs, ou de Polonais qui ont pu, par intérêt, sauver des Juifs. Donc, vous voyez, on rentre dans une zone un peu grise, un peu floue. Et pour ceux qui le savent, ça ne me dérange pas de le dire, je n'y vois presque plus, je ne vois pas noir, je vois gris. Alors, je pense gris. Donc, voilà, et c'est une manière aussi d'être proche de la notion de me retrouver en grande partie dans la notion de zone grise de Primo Levi. Reste que, pour conclure sur cette exposition, ça j'ai oublié de vous donner cette idée, ces 5 figures de l'entraide ont constitué ce que nous appelions le cercle de la solidarité. C'est-à-dire, quand vous progressiez dans l'exposition, vous alliez vous trouver devant un grand cercle où ces 5 personnages, vous voyez, l'ange gardien, le faussaire, le passeur, etc., vous regardent, parce qu'on a toujours les yeux de Camus, ou des yeux féminins aussi, enfin on a modifié, homme, femme, etc. Et donc, quand on est au milieu de ce cercle, on se dit, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Ou alors, on peut se dire, peut-être que ce sont des Juifs qui se disent, qu'est-ce qui serait passé pour moi si j'avais été dans cette situation-là? C'est un moment très fort de l'exposition. Mais quand vous avancez, dans l'exposition, vous allez avoir des questions qui vont se poser aux visiteurs pour aller vers la sortie, autour de l'ambiguïté du bien, autour de l'antisémitisme, autour de l'intérêt, bien entendu. Et au bout du compte, l'idée, c'est que
il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être justes et qui ne l'ont jamais été. Donc, la dernière image qu'on a proposée dans cette exposition, c'était juste hommage aux justes anonymes. C'est-à-dire à tous ceux qui auraient pu mériter le titre de juste et qui ne l'ont jamais eu. Donc, je ne sais pas combien il me reste de temps pour parler. Il te reste encore tu peux, Combien? un quart d'heure. Un quart d'heure pour parler de la France sur une question fondamentale. Les 75%, c'est inclus dans le discours de Chirac de 1995. 76 000 Juifs ont été déportés, exterminés depuis la France. Mais heureusement, 75% ont survécu et c'est indiqué que c'est grâce aux justes. Je pense que c'est même repris, en tout cas par Serge Klarsfeld, et aussi dans le discours du Panthéon de Chirac de 2007. Alors, j'ai beaucoup de... on sait, je me sens très, très proche de Serge Klarsfeld sur beaucoup de points qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon propre travail. Mais cette affirmation n'est pas recevable par un historien. On est dans une approche mémorielle. Pourquoi ? Parce que je crois l'avoir assez démontré, environ 200 à 220 000 Juifs sont toujours en vie en France en 1944. Donc, ces fameux 75%. Remarquez d'ailleurs, dans le discours de Chirac, c'est très précis quand on parle des morts, mais on est dans l'abstraction quand on parle des survivants. 75%. Donc, j'ai voulu les transformer en chiffres. Alors, est-ce qu'on va expliquer la survie de 220 000 personnes, 200 à 220 000 personnes, par l'action admirable de 4 000 juifs, puisqu'ils sont à peu près 4 000 en France? C'est simplement pas possible. Alors, bien sûr, on peut élargir en disant qu'il y a des gens qui voient, mais quand même, on ne va pas y arriver. Est-ce qu'il faut faire valoir le rôle des organisations juives et chrétiennes qui ont aidé les Juifs? Je n'ai absolument pas parlé de l'entraide organisée, remarquez, je n'ai pas eu le temps. Mais bien sûr, il faut prendre en compte donc cela, mais les travaux les plus reconnus soutiennent qu'environ 10 000 à 11 000 Juifs ont été sauvés par ces organisations juives. Je parle de l'œuvre de secours aux enfants, des éclaireurs israélites, du comité AMLO, etc., et aussi chrétiennes, Notre-Dame de Sion, le comité de la Siman, etc. Donc, ça ne va pas être possible. Donc, comment on fait les autres? Eh bien, la principale position que j'essaie de défendre dans mes travaux, c'est que les Juifs eux-mêmes se sont pris en charge pour essayer de s'en sortir. C'est certainement pas Vichy qui les a aidés, puisque je fais référence à ce qu'a dit Gérard tout à l'heure. Si tant de Juifs ont survécu en France, ce n'est pas grâce à Vichy, c'est en dépit de Vichy. Et ceux qu'il faut regarder en premier dans cette capacité à s'en sortir, ce sont les Juifs eux-mêmes. Et là, il y a un problème avec le titre de juste, parce que le titre de juste ne peut être accepté par des non-juifs, accordé qu'à des non-juifs. Et je sais que dans les milieux juifs, on dit, mais pourquoi il n'y a pas le titre? Et j'ai participé très récemment, cette année, j'ai fait une conférence pour une association qui s'appelle les Gardiens de la Vie,
sans doute certains connaissent, qui consiste à honorer des Juifs qui ont sauvé des Juifs. Bon, je referme la parenthèse. Mais pour comprendre la survie des Juifs en France, il faut commencer par changer de paradigme. Et ça, moi, j'ai changé de paradigme par rapport à mes travaux antérieurs. Si on travaille sur le génocide, on est sur bourreau-victime. Et si on travaille sur le sauvetage et la survie, on passe au paradigme comment des victimes deviennent acteurs de leur propre survie. Et là, je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est dans mes livres, j'essaye de montrer quels sont les facteurs essentiels qui ont été fondamentaux pour les Juifs en France pour s'en sortir. C'est-à-dire quand, vous savez, ça s'est passé par des questions concrètes, c'est-à-dire le 3 octobre 40, ils perdent leur statut, le 3 octobre, etc. Mais comment ils vont faire pour s'en sortir s'ils n'ont plus de métier? Comment ils vont faire pour manger? Quelle solidarité il va y avoir, etc. Ça va être des questions très, très concrètes. Donc ça, c'est la première réponse, la mobilisation des Juifs eux-mêmes. Alors, entre Juifs français et Juifs étrangers, vous savez très bien que c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi de la solidarité. Et puis, ce qu'il faut prendre aussi en compte, ce que ne prend pas en compte du tout le titre de Juste, c'est l'évolution du climat social, du temps social. Or, ce qui se joue en France, de ce point de vue-là, c'est l'été 1942. Vous le savez bien, jusqu'alors, la persécution était essentiellement administrative, l'organisation, le statut des Juifs, bon, toutes sortes d'autres exclusions. Même s'il y avait eu déjà des arrestations en 1941 à Paris, mais quand à l'été 42, c'est le Veldiv, et puis les RAF du Sud aussi en août 42, on passe dans un autre cran. C'est un autre cran qui est franchi, c'est-à-dire qu'on arrête les femmes et les enfants. Et maintenant, tous les historiens sont d'accord là-dessus, c'est un temps d'émotion et une partie de l'opinion, une partie importante de l'opinion désapprouve ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'antisémitisme, bien sûr, dans ce pays qu'est la France. On le sait, ça, depuis longtemps. Il y a eu Drummond, il y a eu... Enfin bon, je ne vais pas vous faire... Vous connaissez ça par cœur. Mais il y a la question de ce qui se passe dans la rue et qui est inacceptable et de ce qu'on raconte sur ce qui se passe. Et c'est là où on va retrouver la question de l'émotion, qui peut jouer sur des gestes d'entraide. Je pense à ce témoignage d'une jeune femme juive polonaise, Marthe Hoffnung, qui demande à un prêtre catholique de faire passer sa famille et elle en zone libre à fin août 1942. C'est un prêtre catholique qui va s'en charger. Et quand il vient à leur rencontre, c'est Marthe Hoffnung qui le dit, il commence à leur dire, vous savez, je ne fais pas confiance aux Juifs, mais je vais vous aider. Et je pense que c'est un tournant dans ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire que la compassion l'emporte sur la stigmatisation. Ça, c'est un tournant. Évidemment que le titre de Juste, peut-être cet homme n'a pas été juste d'ailleurs, Krishna, je n'en sais rien. Mais c'est ce tournant, disons, cette émotion qui fait que ça change dans ce pays jusqu'à la fin de l'occupation. Bon, je ne vais pas vous parler des protestations d'évêques, mais ça serait très important. Moi, je me suis mobilisé cette année 1942, cette année 2022 pour la mémoire de Monseigneur Saliège, pas que, mais lui aussi. Ça se joue sur les enfants. Serge Klarsfeld est très sensible au cardinal Verdier à Lyon.
c'est vrai qu'il y a encore un rôle plus important que Saliège, hein, la protestation de Saliège du 23 août 1942. Gerlier, on le met au courant d'une opération extraordinaire de sauvetage, où il y a des justes d'ailleurs, dans le camp de Vénissieux, près de Lyon, qui va permettre de sauver une centaine d'enfants de la déportation. Les Juifs sont là, avec l'Osée, il y a l'Amitié chrétienne avec l'abbé Glasberg, il y a la CIMAD, les protestants, etc. C'est une opération extraordinaire, c'est probablement la plus grande opération de sauvetage d'enfants durant l'occupation. Et tous ces enfants sont mis sous la responsabilité, la tutelle d'une association qui dépend du cardinal Gerlier, l'Amitié judéo-chrétienne. Bon, le préfet Angeli veut le récupérer, ces enfants. Il apprend, il est furieux. Il demande à Gerlier de faire ça. Et Gerlier lui répond, vous n'aurez pas les enfants. Et ce n'est pas courant qu'un cardinal veut s'opposer à un préfet. Mais c'est ça qui se passe en France, à l'été 1942. Et Gerlier, d'ailleurs, est devenu juste. Et pour Klarsfeld, c'est un moment décisif parce que Laval, c'est ça. Et quand il va discuter avec les nazis le 2 septembre 1942, Oberg et Knochen, il dit, écoutez, moi, j'ai des problèmes avec mon Église catholique. Je ne vais pas pouvoir vous livrer des Juifs comme la marchandise dans un présumé qu'on prend à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça qui se passe dans ce pays. Alors évidemment, on dépasse, donc on va être obligé, dans ce sens-là, bien sûr, de sortir. On va faire de la politique. On va faire de la politique parce que Vichy a besoin de l'Église. Il y a, vous voyez, c'est la complexité de cette période, c'est-à-dire que l'Église, elle soutient ce même Gerlier en novembre 40, il disait Pétain, c'est la France, et la France, c'est Pétain. Mais pour les enfants, ils bougent. Et Vichy a besoin de sa légitimité, du soutien. Donc, ils vont ralentir. Les nazis, de leur côté, ils vont accepter ça. Pourquoi? Parce que Vichy leur rend de grands services sur la sécurité, sur le départ des jeunes pour travailler en Allemagne, etc. Bon, les Juifs, ils en reviendront plus tard. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Mais au niveau individuel, je reviens, puis je vais peut-être terminer pour ça, parce que ça serait... Il se passe aussi un autre phénomène. C'est les petits gestes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les petits gestes. Et là, vous voyez, on sort du titre de juste. Ne croyez pas, vous avez bien compris que c'est pour moi essentiel. Mais il faut regarder d'autres aspects. Ces petits gestes, moi, j'en ai recueilli beaucoup à travers des témoignages ou dans des récits. Par exemple, celui d'Arlette Scali, un livre que j'ai trouvé au mémorial de la Shoah, Les Justes de Groyet. Elle est dans le sud de la France, elle est partie avec son mari dans un petit village qui s'appelle Groyet, bon, peu importe. En août 1942, elle va à Toulouse avec ses 3 enfants et sa noce. Elle est dans une sorte de café-restaurant, voilà. Bon, et elle s'en va en sous-sol pour aller aux toilettes. C'est elle qui raconte ça. Hein. Quand elle est aux toilettes, elle entend là-haut qu'il y a des tables qui sont renversées, qu'il y a des cris, etc. Et puis on frappe à la porte des toilettes. Surtout, ne sortez pas. C'est une rafle. Elle reste là 25 minutes, une demi-heure, puis ça s'arrête. Et la même personne dit « Maintenant, vous pouvez sortir ». Et puis quand elle sort, elle ne veut personne. Mais c'est ça un petit geste. Ça, vous allez en avoir plusieurs de ce type-là. Et
Je pourrais en citer d'autres que j'ai trouvé dans un livre assez extraordinaire de Françoise Frankel, Rien ne posait sa tête. Mais je ne vais pas développer. C'est la période, c'est-à-dire que ces années, ces 2 dernières années, 42, 44, il se développe ce que j'appelle une forme de réactivité sociale. Ce n'est pas de la résistance. C'est pas de la résistance. C'est une sorte de réaction au hasard de personnes qui vont aider d'autres personnes. Vous voyez, ce que j'appelle le mouvement de réactivité sociale, c'est des gens qui, sans se connaître et sans instruction préalable, vont aider d'autres personnes qu'elles ne connaissent pas davantage, mais dont elles perçoivent la grande durabilité. Et le dernier point, je voudrais terminer là-dessus, c'est même pas une personne, c'est le silence. Le silence, beaucoup de Juifs en parlent. Sans doute vous connaissez Claude Boschurberg, qui a fait pendant 30 ans une émission qui s'appelle Radio Shalom, je pense qu'il continue encore. Il m'a dit, Jacques, tu ne peux pas savoir le nombre de témoins juifs qui sont venus à mon micro pour dire, vous savez qu'ils savaient qu'on était juifs, mais ils n'ont rien dit. Et vous voyez, je vais reprendre mon exemple du coiffeur juif de la rue des Écoles. Vous ne pensez pas que les allées et venues de Madame Oudard, de sa maman, de ses 2 filles qui portent quelque chose à manger au coiffeur juif qui est au 6e étage, les gens de l'immeuble, ils ne l'ont pas remarqué. D'ailleurs, lui s'en inquiète parce que si on sait tout ça, c'est qu'il a écrit son journal pendant ces 22 mois, 1200 pages. Il a toujours peur d'un vieux couple au 4e étage, il pense qu'ils sont antisémites. Finalement, il ne va rien se passer. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait parlé pour le dénoncer, c'était foutu pour lui. Donc, il fallait qu'il y ait une sorte de consensus du silence, de conspiration du silence pour que Albert Grimberg, vers le 25 août 1944, au moment de la libération de Paris, sorte de sa chambre de bonne. Eh bien, ce silence, c'est pas glorieux, c'est pas de la résistance, mais il a sauvé bien des vies. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Bon, je pourrais encore continuer pendant 1 heure. Hein. Merci Jacques, merci beaucoup de cette très intéressante intervention, passionnante, émouvante. Et pendant que nos amis réfléchissent à des questions qu'ils peuvent poser sur l'onglet en bas de l'écran, moi j'ai plein de questions évidemment à te poser. Je ne sais pas par laquelle commencer. D'abord, il y a un point philosophique qu'on va peut-être pas aborder, mais qui me semble évident, c'est cette histoire de zone grise dans l'âme humaine. Tu as parlé d'ambiguïté du bien, et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher du terme de banalité du mal, développé par Hannah Arendt, et de cette grande, très profonde phrase de Ricoeur qui disait « L'homme a une disposition au bien et une propension au mal », et qui prendrait des heures à commenter. Je sais que Gérard la connaît très bien. Mais je pense qu'une question, peut-être 2 questions. La première, c'est j'ai été surpris d'entendre qu'en Pologne, évidemment, j'ai lu ton livre « Persécution et entraide dans la France occupée », donc je savais que 75% des Juifs en France ont été sauvés et qu'en Pologne, c'est l'inverse, 90% ont péri et 75% en Hollande. Mais tu nous dis qu'il y avait plus de justes en Pologne et en Hollande qu'en France. Et donc, c'est un peu difficile de comprendre. Est-ce que ça veut dire que la Pologne était plus antisémite, alors qu'en plus, il y a eu énormément de Juifs qui étaient avant la guerre à Varsovie ou à Cracovie, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont été accueillis. Et donc, c'est surprenant d'entendre pourquoi la Pologne a eu autant malheureusement de déportés, alors que ce n'est pas le cas en France. Et la deuxième question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'il y a une
est-ce qu'il y a eu une tentative de topologie du juste? Tu nous as parlé de beaucoup d'exemples de trousses très différents, des gendarmes qui n'ont pas fait de zèle, d'autres qui en ont fait, des gens qui étaient plutôt dans les campagnes ayant été peut-être un endroit où les gens étaient plus susceptibles d'aider les Juifs, plus que dans les villes. Est-ce qu'il y a une typologie du juste? Est-ce que la charité chrétienne a joué? Est-ce que ce sont des Juifs qui ont sauvé les Juifs? Tu as parlé de Saliège et de Gerlier à Lyon. Il y a aussi, je crois, l'évêque de Montauban qui a parlé. Bien que le pape ne l'ait pas fait, mais eux l'ont fait. Il y a eu donc une charité chrétienne, peut-être. Est-ce que toutes ces typologies peuvent fonctionner? Alors, s'agissant de la première question, je pense avoir donné un élément, mais c'est un sujet en soi, c'est-à-dire qu'il y a plus de justes proportionnellement reconnus en Pologne et aux Pays-Bas, probablement parce que des associations ou les Juifs eux-mêmes ont voulu se mobiliser pour faire en sorte que tel ou tel qui les a aidés soit reconnu comme juste, compte tenu du grand danger qu'il y avait en Pologne et en partie un peu aux Pays-Bas, parce que des justes, des sauveteurs aux Pays-Bas ont quand même été déportés, ce qui est différent de la France. Ça serait un sujet en soi, ça serait un sujet en soi d'essayer de le comprendre. Il faut savoir aussi que tous ces pays ont voulu avoir un mémorial, enfin un monument pour les justes. Donc, pour montrer qu'il n'y a pas que le côté sombre de leur histoire. S'agissant de la typologie, je n'en ai pas de satisfaisante. Ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de typologie. Si tu parles de la religion, eh bien, il n'y a pas que les catholiques, bien entendu. Il y a les protestants qui ont été très, très actifs dans l'aide aux Juifs et parmi vraiment les premiers. Encore que quand je regarde c'est vrai, bien sûr, parce que les catholiques sont engoncés dans la collaboration. Il ne faut jamais oublier que Xavier Vallat qui est responsable du commissariat aux questions juives, est catholique. Bon, donc ça, et puis il y a le pape derrière et tout ça. Donc, comme le dit mon ami Patrick Cabanel, il y a une sorte d'affinité élective entre juifs et protestants qui font que les protestants sont les premiers concernés, les premiers sensibilisés. Et on trouve beaucoup de justes, par exemple, dans les Cévennes. Il le montre abondamment. Mais quand je regarde les dates, on dit au Chambon que la première famille, je pense que ce n'est pas une famille, enfin, se présente au Chambon à l'hiver 1941. Bah, écoutez, la communauté de Notre-Dame de Sion à Paris avec le père Théomire Deveau, il reçoit aussi exactement à la même période une famille pour avoir des faux papiers des actes de baptême catholiques. Bon, après, il y a des histoires mémorielles qu'on peut comprendre aussi. Je ne sais pas, la religion ne me semble pas nécessairement un facteur totalement discriminant, dans la mesure où on trouve aussi des justes parmi les communistes dans l'Europe. C'est ce qu'on a montré aussi dans l'exposition. Je crois qu'il faut essayer de prendre une certaine distance vis-à-vis de la religion pour comprendre l'attitude des justes, parce que c'est une approche vraiment directe de contact humain avec celui qui est en situation de souffrance. Et j'ai l'impression que par-delà
la religion par-delà une éducation religieuse, morale, etc. C'est possible dans d'autres cas. Alors, il y a quelques questions qui sont apparues. Une question de Nathalie. Vous évoquez 60% de juste dans les campagnes. Comment le mettre en perspective avec le fait qu'avant la guerre, il y avait encore un grand pourcentage de Français qui étaient des ruraux? Vous avez tout à fait raison de mettre en perspective. La France est un pays massivement, enfin largement rural et bien plus étendu que la Belgique ou les Pays-Bas. Et donc, ce facteur de la géographie joue un rôle essentiel. Et d'ailleurs, ça joue aussi sur un autre plan. C'est ce que j'ai montré, je crois bien être le premier à avoir le montré, que le réseau ferroviaire français de l'époque était incroyablement ramifié dans des petites lignes secondaires. Et donc, tous ces Juifs qui voulaient s'échapper, aller à la campagne, etc., eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent le train, parfois ils peuvent aller à pied, le bus, parfois il y a même des lignes de bus dans les patelins paumés et ils vont se disperser dans la campagne. J'ai fait une conférence il y a 1 ou 2 ans à Brive et on s'est mis à étudier les lignes secondaires qui partaient de Brive vers le Limousin. Et dans des patelins paumés, eh ben, il y avait des Juifs qui s'étaient dispersés là. Donc, voilà, c'est ce phénomène. Donc, c'est là, vous voyez, on sort de la catégorie de juste pour penser la survie. C'est les acteurs eux-mêmes qui comprennent qu'il faut qu'ils se dispersent. Et puis, n'oublions pas le rôle des instituteurs. J'ai montré aussi, enfin, bon, je m'appuie sur les chiffres, le réseau d'établissements scolaires en 1940, dans les années 1940, à la campagne, n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Il avait déjà décru depuis la Première Guerre mondiale. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il avait déjà décru. Il était tout à fait considérable. Alors, ces Juifs paumés, je m'aperçois que j'ai oublié une idée très importante à vous mettre, mais bon, ces Juifs paumés qui sont partis à la campagne, eh ben, ils vont quand même réussir à mettre leurs enfants à l'école, figurez-vous, puisque les enfants juifs Vichy n'a jamais interdit explicitement le fait que les enfants juifs puissent aller à l'école publique. Bon, c'est pas la même chose en Italie. Hein. Les lois, les Italiens sont très sympas, c'est sûr, mais ils le montraient vis-à-vis des Juifs, mais les lois de Mussolini de 1938 interdisent aux enfants juifs d'aller à l'école. Bon, je referme la parenthèse. Mais ce qui se passe donc par rapport aux campagnes, c'est qu'ils vont aller donc dans des patins paumés et il va y avoir les instituteurs laïcs qui vont les accueillir. Et vous avez des histoires assez extraordinaires de rencontres de cette manière où les enfants juifs qui d'ailleurs parlent souvent, enfin apprennent le français et veulent réussir, vont servir de médiateurs avec leurs parents qui parlent mal le français, pour s'agissant des étrangers. Donc voilà, c'était trop long encore pour la question de Nathalie, mais bien sûr, la ruralité joue un rôle considérable. D'ailleurs, si vous lisez un de mes livres, vous verrez que, les livres, j'ai mis une photo de Juifs à la campagne. Et attention, je sais qu'il y a toujours des gens qui peuvent derrière, mais attention, tu oublies ça. Ben oui, j'oublie que quand même à Paris, il y a encore 40 000 Juifs qui sont en 1944, ce qui est absolument exceptionnel d'ailleurs dans l'Europe nazie par rapport aux autres capitales. Et beaucoup d'entre eux, pas tous, sont dans des situations misérables. Merci. Je vais poser la dernière question. Ensuite, je repasserai la parole à Gérard s'il souhaite ajouter quelque chose. Il y a une question d'un de nos membres qui n'a pas donné son nom,
Faut-il toujours en passer par la difficulté et la souffrance en notre chair et en notre esprit pour faire valoir la force de l'amour par le partage, et cela à des fins de préserver la continuité de l'énergie de la vie? Voilà une belle dernière question. Ouh, alors là, mais là je préfère que ça soit Gérard qui réponde. Voilà. Alors, faut-il en passer par la souffrance, mon cher Gérard, pour faire valoir la force de l'amour? Je suis incapable de répondre à une question pareille. Franchement, je me défausse sur toi. C'est toi notre spiritualiste franc-maçon. C'est plutôt à toi. Ouh là là. Bref. D'abord, je voudrais vraiment remercier Jacques parce que c'était pas seulement passionnant, ça a été, mais c'est surtout éclairant et ouvrant sur en effet des énigmes. C'est un mot que tu as employé d'ailleurs dans un titre de tes livres. Cette énigme qui est une énigme humaine et qui est une énigme réelle, historique, mais qui est une énigme humaine et qui renvoie à une énigme humaine. Et je trouve que tu nous as beaucoup aidé à en dessiner le pointillé et en ouvrir l'immensité d'une interrogation et d'une interpellation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pensais à… D'abord, il faudrait redire les titres de tes livres. Je vais les quand même, avant de conclure, je voudrais quand même les rappeler parce que je crois que c'est important que les gens aient ça dans leur bibliothèque. Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides au seuil. Sans armes face à Hitler, 39-45, la résistance civile en France. La survie des Juifs en France en 1940-1944 aux éditions du CNRS en 22, et puis une énigme française. Pourquoi les 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés? Aux éditions Albin Michel aussi, au cours de cette année. Je pensais à plusieurs citations en repère par rapport à ce que tu nous disais. La première, c'est connu, c'est dans la Bible, c'est dans les Proverbes, c'est la mémoire d'un juste est une source de bénédiction. La seconde, c'est, j'ai cité tout à l'heure Léon Verte, c'est toujours dans des positions, et il fait une remarque comme ça qui je trouve, résonne beaucoup avec ton propre exposé. Les preuves de l'existence de Dieu, soyons modestes, cherchons les preuves de l'existence de l'homme. Et je trouve que c'est exactement ce que tu fais. Pour clore cette belle conférence de Jacques Semelin, c'est une citation de Charlotte Delbo, vous savez, la rescapée des camps, qui dit dans un livre au titre évocateur qui s'appelle « La connaissance inutile », qui dit ceci: « Dans un monde où ne sont pas vivants ceux qui croient l'être, toute connaissance devient inutile à qui possède l'autre, et pour vivre, il vaut mieux ne rien savoir du prix de la vie à un jeune homme qui va mourir. » Eh bien, je crois que si nous voulons cesser de croire que nous sommes vivants, il faut essayer de passer du savoir à la connaissance, mais une connaissance qui ne soit pas inutile. Voilà, mon cher Gérard, ma conclusion de ce soir. Merci, Jean-Michel. À très vite. Et vous avez tous été formidables. Merci de votre présence. Et à bientôt, Gérard, 8 décembre. Bien sûr. Et bonsoir à tous. Passez une bonne soirée.